Les Bonjour à tous, merci de nous retrouver en direct sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'audition de Valérie Fournéron. La ministre des Sports est entendue par la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Récemment, la ministre s'est déclarée opposée à une pénalisation de l'usage de produits dopants. Alors pour en savoir plus, direction la salle Clémenceau. Bon après-midi à tous. Pour l'instant, ils vont revenir. Il s'agissait principalement d'amis de la presse. D'autres vont les remplacer, oui, les mêmes vont revenir et ils sont sans doute en train de demander des explications complémentaires aux personnes que nous avons reçues avant vous, Madame la Ministre. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire un propos liminaire d'environ un quart d'heure, plus 3 minutes, moins 3 minutes, c'est vous qui jugerez de la longueur, sur ce que vous pensez de la lutte contre le dopage. Et ensuite, les membres de cette commission d'enquête, à commencer par le rapporteur, auront sans doute des questions complémentaires à vous poser. Donc c'est une méthode très simple. Nous vous écoutons, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs. Permettez-moi effectivement d'ouvrir ce moment d'audition par un propos introductif. Je vais essayer le plus brièvement possible, mais l'ensemble des facettes du dopage sont tout de même importantes, à essayer de les aborder avec vous cet après-midi. Car c'est bien sûr la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative qui est là, celle qui est responsable pour le gouvernement dans notre organisation de la lutte contre le dopage en France et de l'efficacité de cette lutte contre le dopage. Mais j'ai envie de vous dire et de vous expliquer pourquoi ce sujet de la lutte contre le dopage, pour moi, un sujet extrêmement important, peut-être très structurant finalement dans mon parcours professionnel et aujourd'hui, du coup, qui explique mon engagement. Puisque c'est en 87, ça ne va pas me rajeunir, j'étais médecin inspecteur régional jeunesse et des sports et que j'ai eu dans cette fonction à coordonner tout début la lutte contre le dopage, l'organisation des contrôles et même pour tout vous dire, la dernière fois et la seule fois où j'ai prêté serment, c'est aujourd'hui la deuxième, c'était comme médecin contrôleur. Et en 89, quand j'ai eu ensuite à diriger la mission de médecine du sport. La politique était assez loin de mon univers à cette époque. J'ai eu à diriger le bureau de médecine du sport du ministère des Sports, qui était un secrétariat d'État à l'époque. Et c'est à cette occasion que j'ai eu à contribuer à la rédaction de la loi dopage de 89, dont il faut se souvenir peut-être que c'est le moment où on sort le sportif dopé de la juridiction pénale, concerne à ce moment-là les seuls trafiquants, jugeant que la temporalité juridique n'était pas adaptée à la temporalité sportive. C'est ce moment où on se fait confiance au mouvement sportif et à ses règlements disciplinaires, donc dans la responsabilité de sanctionner les contrevenants, et ça affirme à cette occasion le rôle de l'État pour la première fois dans la protection de la santé des sportifs. C'était quelques fonctions de médecin du sport dans différentes équipes et c'était pour moi absolument nécessaire. Ensuite, il y a toujours de ces responsabilités professionnelles. J'étais amené après l'affaire Festina, donc en 98, à participer au groupe interministériel qu'avait mis en place Marie-Georges Buffet et Bernard Kouchner, qui était sous la présidence du professeur Escande. Et nous avions, dans ce cadre-là, fait évoluer aussi le dispositif législatif et participé à la dynamique internationale de mise en place de l'Agence mondiale antidopage. Je suis devenue en janvier, vous le savez, la représentante du continent européen au sein du comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage.
Par ces éléments, pas question de faire une quelconque valorisation d'un parcours personnel, mais bien de vous dire que c'est au cœur des préoccupations que j'ai comme médecin, que j'ai pour lutter contre à la fois l'éthique du sport et protéger la santé des sportifs. Et je voudrais vous remercier d'avoir pris cette initiative. Et de la qualité du travail que vous avez pu effectuer à l'occasion déjà de ces auditions et des déplacements qui, je le sais, ont permis d'alimenter votre réflexion collective et votre commission d'enquête. L'USADA a permis en 2012 de montrer aux yeux du monde entier que celui qui se prétendait être le plus grand des champions était en réalité le plus grand des tricheurs. Amené à dire à plusieurs reprises que nous ne devions pas laisser passer cette affaire Armstrong comme une affaire de plus dans la lutte contre le dopage, s'ajoutant effectivement à la liste des affaires Festina ou Puerto. Il doit, pour nous, y avoir un avant et un après, et c'est de notre responsabilité à tous. Et le Sénat s'est pleinement saisi de ce sujet au sein de votre commission. Commission qui a permis d'entendre nombreuses personnes sur ce sujet, avec des sentiments sans doute différents, tantôt de l'engagement et du volontarisme, tantôt un peu du fatalisme ou de la résignation à ce que j'en ai lu, tantôt un peu du repli sur soi. Mais nous avons appris et été, je crois, étonnés, ensemble des auditions que j'ai pu lire, à la fois de témoignages de certains qui ne veulent pas voir ou savoir ce qui se passe, d'autres qui remettent en cause les principes mêmes de la lutte contre le dopage, qui pensent presque que le dopage n'est pas un problème dans le sport. Nous avons été émus aussi par les aveux de certains, les explications du pourquoi des pratiques, le décès tragique de Philippe Gaumont la veille de son audition également. Aujourd'hui, témoigner devant la représentation nationale, devant votre commission d'enquête, de l'action de mon ministère et des principes qui la guident, une action qui s'est inscrite dans la continuité des différents gouvernements. Il nous faut, il me semble, répondre dans un premier temps, vu l'ensemble de l'ambiance générale de cette commission d'enquête et des auditions que vous avez faites, à un élément qui finalement est le plus simple. Pourquoi lutter contre le dopage? Préserver l'éthique du sport, protéger la santé des sportifs sont les deux éléments de réponse. La première est évidente, préserver l'esprit du sport, l'éthique du sport, et sans rentrer dans un exercice toujours compliqué de la définition, me semble que le sport est caractérisé par deux choses, l'égalité des chances et l'incertitude du résultat. Le dopage remet fondamentalement en cause cette égalité des chances. D'aucuns diront que les conditions d'entraînement, les différences physiques entravent déjà cette notion d'égalité, mais ceci n'a rien à voir. Si parfois les techniques d'entraînement, de plus en plus sophistiquées, de récupération, cela ne modifie pas fondamentalement le profil physiologique d'un sportif. Et le dopage, s'il modifie les critères sanguins, modifie la puissance musculaire plus que n'importe quel programme de musculation, permet de décupler aussi la puissance développée, comme le montrent certaines études, encore les plus récentes sur le cyclisme, sur ces nombres de watts calculés, développés, occasion des étapes. C'est ça qu'il existe une liste de produits interdits. C'est pour ça que les sportifs ne peuvent pas prendre toutes ces substances et utiliser toutes les techniques. Cette liste, je crois qu'il est bon de le rappeler, elle est établie à partir de critères, avec 3 critères déterminants: amélioration de la performance, danger pour la santé des sportifs, contradiction avec l'esprit du sport. Si 2 de ces critères sont remplis, alors le produit est interdit. Les critères sont justes car ils incluent la performance, l'esprit du sport et la protection de la santé des sportifs. Il a longuement été évoqué dans les dernières discussions, j'y reviendrai, sur la révision du Code mondial antidopage, auquel j'ai pris part donc récemment, sur la possibilité de rendre obligatoire le premier critère, c'est-à-dire l'augmentation de la performance. Nous avons obtenu finalement qu'il ne change pas, et il s'agit d'une bonne nouvelle, car il était essentiel pour nous que restent sur le même plan les critères de la performance et les critères de la santé des sportifs.
Car nous, c'est bien la deuxième partie de cette réponse à pourquoi lutter contre le dopage, préserver la santé des sportifs. Et là encore, j'ai entendu, lu, vu que nous ne connaissions pas finalement les risques du dopage pour la santé des sportifs. Quelques discours qui banaliseraient des pratiques dangereuses. Médecin comme ministre, oui, le dopage est dangereux et les pratiques dopantes font courir un risque majeur à nos athlètes. Je ne vous prendrai pas l'ensemble des effets secondaires, je pourrais le faire longuement, des stéroïdes, des stimulants, de l'EPO, mais combien on a pu malheureusement découvrir par des premiers accidents d'obstruction vasculaire, de thrombose, le risque d'augmentation de la viscosité du sang et de l'utilisation de l'EPO, et on l'a vu, c'est-à-dire parce que ce sont les sportifs qui ont servi de cobaye. Combien, vous-même peut-être, quand vous êtes amené à prendre des corticoïdes sur une sinusite, vous avez bien pu constater qu'il valait mieux les prendre le matin que le soir, tellement il y avait, un sentiment d'excitation, de repousser un peu ses limites. Et donc, on a aujourd'hui une réalité scientifique, largement validée. Les études sont nombreuses, celle de 2006, celle de Spitzer qui est très intéressante sur l'ensemble de ce qui s'est passé en Allemagne dans un autre temps, sur les conséquences sur toute une population de jeunes sportifs. On a cette dernière étude qui est celle sur les footballeurs italiens qui, 7 à 8 fois plus, je ne dis pas de chance, de malchance d'avoir une sclérose latérale amyotrophique, 2 fois plus de cancer sur une population de 24 000 sportifs qui a été étudiée. Alors, oui, lutter contre le dopage, c'est lutter pour l'éthique du sport, la sincérité du résultat, mais aussi la protection des sportifs. Et le rôle du ministère, c'est bien sûr d'abord de faire respecter l'arsenal législatif qui existe et de contribuer avec l'aide du Parlement à l'améliorer en permanence. Depuis la loi Herzog, dès le 1er juin 1965, a fait de la France le premier grand pays européen à se doter d'une législation réprimant le dopage jusqu'à la promulgation de l'ordonnance du 14 avril 2010. La lutte contre le dopage est motivée par cette promotion et cette défense de l'éthique et cette défense de la santé des sportifs. Objectif de se conformer aux conventions internationales de lutte contre le dopage auxquelles la France a adhéré, celle du Conseil de l'Europe de 89, celle de l'UNESCO de 2005, qui comporte en appendice le Code mondial antidopage. Vertu de la loi de 65, le fait de s'être dopé, s'il a été intentionnel, constitue un délai sanctionné pénalement. Ensuite, c'est la loi Bambuck de 89. Je l'ai dit, le fait de se doper ne relève plus du pénal. En revanche, la pénalisation de ce qu'on peut déjà appeler le trafic des produits dopants peut conduire jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. En 99, c'est la loi Buffet qui vise à la fois la prévention, le renforcement de la protection de la santé des sportifs, la mise en œuvre d'un suivi médical longitudinal, tout en prévoyant donc une lutte renforcée contre les pourvoyeurs. En 2006, c'est la loi Lamour qui réalise la première transcription en droit français du Code mondial antidopage de 2003 et un texte qui recentre les missions du ministère vers la prévention, la protection du public, la promotion de la santé et la recherche. Dans ces textes, il n'y a ni la détention, ni les autres activités caractérisant un trafic. Par conséquent, à ce moment-là, les services de police judiciaire ne disposaient pas d'instruments juridiques leur permettant de faire face à la réalité des modes opératoires des trafiquants. En 2008, la loi Laporte met à jour le droit français avec le droit international et la Convention internationale contre le dopage dans le sport sous l'égide de l'UNESCO, adoptée en 2005, impose aux États parties dans son article 8 de limiter la disponibilité, l'utilisation dans le sport des substances dopantes, lutter contre le trafic en limitant la production, la circulation, l'importation, la distribution et la vente de ces substances et procéder aux sportifs. Le nouveau Code mondial est adopté à Madrid en novembre 2007, fait également une exigence forte de l'ensemble de cette lutte sur les trafics. Ces dispositions, elles ont conduit la France à créer une nouvelle infraction,
l'infraction pénale de détention des produits dopants, permettant aux enquêteurs d'engager les procédures visant à remonter et démanteler les filières de distribution. Le panel des incriminations pénales existantes en matière de trafic est donc complété. Et tous ces textes sont désormais intégrés dans le Code du sport au titre 3, donc santé des sportifs et lutte contre le dopage. C'est la préservation de la santé qui, outre la lutte contre la tricherie, a toujours conditionné la position du ministère des Sports en cohérence avec celle du mouvement sportif sur le sujet. Sur ce registre, ma conviction sur ce débat sur la pénalisation de l'usage des produits dopants par l'utilisateur, qui pose plusieurs difficultés, ma conviction est claire. Je dirais même ferme. Je suis opposé à la pénalisation de l'usage. J'ai eu l'occasion de l'expliquer il y a plusieurs mois, car il me semble que de concert, là encore, dans ce travail depuis plusieurs années avec le mouvement sportif, je suis convaincu que le sportif doit être protégé et non condamné, que le problème du dopage est un enjeu de santé publique avant d'être un enjeu pénal. Quand un sportif se dope pour gagner, se met en danger, il joue les cobayes humains, étant des produits dont les effets à terme sont inconnus. Les scientifiques ne peuvent pas, ne doivent pas conduire des études, ou éventuellement sur les rats de laboratoire, en utilisant des doses énormes sur des patients qui ne sont pas malades. Et donc la base scientifique, malheureusement, est souvent le sportif qui lui-même se retrouve dans une situation d'être le cobaye qui n'a pas pu être celui d'études scientifiques du fait d'un détournement de l'utilisation du produit et de sa dose. Et donc, quand un sportif se dope, il se met en danger. C'est aussi sous cet aspect qu'il faut considérer, je crois, la lutte contre le dopage, condamner pénalement. Les tricheurs, c'est se mettre en position de défiance envers les sportifs, en position de défiance envers les fédérations. Le rôle du ministère des Sports, il me semble, n'est pas de créer un climat pénal autour du sport, mais bien de protéger les sportifs et donc de protéger le sport. C'est cette conviction qui, vous l'imaginez, n'enlève rien à ma détermination de lutter contre le dopage. Je ne serais pas complète sur la législation si je n'évoquais pas, surtout avec vous, la loi du 12 mars 2012, qui, grâce au travail du Sénat, aux amendements que vous aviez déposés, met en place le profil biologique pour certains paramètres des sportifs et en réserve son usage à un certain nombre de sportifs de haut niveau. Ces sportifs étant parallèlement assujettis au dispositif de géolocalisation. Le passeport biologique de l'athlète, il est aussi un outil développé par l'Agence mondiale antidopage. Sa généralisation fait partie des recommandations aujourd'hui du rapport Pound. Il consiste donc en la réalisation de ces séries d'examens biologiques, base de paramètres avec des règles opérationnelles rigoureuses et donc d'examens qui sont consignés dans un document, passeport biologique de l'athlète, que des experts ensuite vont évaluent sur la durée. Et donc c'est une nouvelle approche de preuve non analytique et de protection de la santé des sportifs. Sur ce sujet, comme sur d'autres, la France reste en pointe. Et un comité de préfiguration, même si je sais, certains aimeraient que ça avance plus vite, mais un comité de préfiguration est en cours, présidé par l'Agence française de lutte contre le dopage. Il doit se réunir une dernière fois en juin prochain, avant de finaliser ensuite le rapport qui aboutira donc à ce comité d'experts, un décret en Conseil d'État. Bref, ces dispositions sur le passeport biologique, elles ont vocation à devenir universelles et à être discutées dans ce cadre plus large du Code mondial antidopage. Donc l'arsenal législatif, il est important, en perpétuelle évolution. Le Parlement a joué pleinement ce rôle à chacune de ces étapes et les textes continueront à s'enrichir, à commencer par les propositions qui, je le sais, ne manqueront pas de sortir de votre commission d'enquête. Mais le rôle du ministère ne se limite pas aux textes, à leur application, et la direction des sports travaille aussi activement sur l'ensemble des volets de la lutte contre le dopage,
des volets de prévention, des volets d'organisation collective, avec ce plan de prévention 2013-2016 que nous avons arrêté. Un volet grand public d'abord, avec l'association du ministère de la Direction des Sports aux travaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de programmes concernant la lutte contre le dopage, avec des kits de communication qui sont à disposition du CSA, avec un élargissement de la possibilité de les voir sur les écrans, avec aussi la sensibilisation des usagers, des clubs de remise en forme, portés par l'implication avec ce ministère de la Fédération française d'haltérophilie. On étudie en ce moment la possibilité de pouvoir exercer des contrôles, d'engager des enquêtes dans les salles de remise en forme du secteur commercial, sachant que ces salles doivent être en conformité avec la réglementation sur leur encadrement en termes d'établissement d'encadrement d'activités sportives, la mise en place aussi du numéro vert et écoute dopage, porté donc par Dopage Info Service. En termes de chiffres, j'ai cherché les chiffres, on est en moyenne 338 appels par mois, à environ 240 courriels par mois. La création, vous le savez, des antennes médicales de prévention du dopage, moyenne pour l'ensemble des antennes médicales, 1000 consultations par an, ça fait à peu près 42 par antenne. Et elle bénéficie, en termes de financement, de la part territoriale du Centre national de développement du sport. Mise aussi à disposition d'outils de sensibilisation, travail conjoint avec la MILT. Le deuxième, ça c'est le grand public. Le deuxième axe indispensable est celui à destination du mouvement sportif, donc le soutien financier aussi des fédérations qui s'engagent dans des programmes de prévention du dopage. Et sur ce chapitre, en dépit de quelques contraintes budgétaires qui n'ont échappé à personne, les moyens des fédérations pour la lutte antidopage ont été entièrement préservés sur le budget 2013. Soutenir également les territoires par le biais des projets de clubs qui intègrent des projets de sensibilisation de leurs adhérents. Enfin, nous avons défini en juillet dernier une norme qualité AFNOR qui garantit aux sportifs l'assurance de la qualité des compléments alimentaires lorsqu'il y a donc cette norme AFNOR. Donc les actions de travail de la direction des sports sont nombreuses. Elles doivent être, je le sais, sans cesse améliorées et approfondies. Le ministère des Sports est enfin le financeur majeur, principal, de l'acteur majeur de la lutte contre le dopage de la puissance publique, qui est bien sûr l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante. Je veux souligner les avancées considérables qui ont été faites ces dernières années et qui ont permis, comme lors du Tour de France 2008, de dépister les tricheurs. Mais je pense qu'il faut toujours être attentif à dire ces résultats positifs. Une agence comme la FLD ne peut fonctionner correctement sans un secteur des contrôles qui soit efficient et sans une recherche de pointe. Et afin de préserver la pertinence, le caractère inopiné des contrôles, le secteur qui en a la charge doit, conformément à l'esprit de la loi, jouir d'une totale indépendance pour tous ces aspects techniques, fonctionnels. Moi, c'est réaffirmer ici l'attachement du gouvernement à ce principe essentiel, qui doit s'exercer dans le cadre du plan stratégique annuel, du budget qui est imparti à l'agence, après adoption par son collège. Nous pouvons sur ce sujet, certes, nous féliciter de plus de 80% des contrôles qui sont aujourd'hui inopinés, comme l'a précisé le président Genevoix dans son rapport d'activité qui vient d'être publié. Et pour accroître son efficacité, convaincu que le secteur chargé des contrôles doit pouvoir s'appuyer, outre sur une démarche d'investigation qui lui est propre, sur une collaboration étroite avec la gendarmerie, la police, les douanes. Au sein de l'agence, il doit pouvoir collaborer avec le secteur en ayant en charge l'instruction des dossiers, le secteur scientifique qui notamment aura la mission d'assurer le suivi du profilage biologique. Tout ce travail qui mérite d'être salué de tous les agents du ministère, de tout le personnel de l'Agence française de lutte contre le dopage, permettra, je n'en doute pas, à la France de rester un pays moteur. Mais là encore, nous le savons, ça ne suffit pas. Et nous avons besoin de
mieux coordonner nos actions, de se fédérer autour de nos convictions. Et cela dépend de nous, le gouvernement, le ministère, du législateur, du mouvement sportif, mais également de l'international. Nous savons tous que dans l'époque mondialisée dans laquelle nous vivons, la lutte contre les trafics, contre les tricheurs se joue aussi au-delà de nos frontières. Et vous avez fait de nombreux déplacements dans le cadre de cette commission d'enquête, sans nul doute sur ce registre fort utile. Ce sens, l'un des rôles de mon ministère est aussi d'assurer le rôle moteur de la France. Plusieurs instances incontournables dans la lutte contre le dopage, Conseil de l'Europe, précurseur, sur le sujet avec le texte de 89, UNESCO, encore il y a quelques jours à Berlin, à la Convention de l'UNESCO, au MINEPS, Convention internationale de 2005, adoptée par plus de 170 pays, et l'AMA, bien sûr, qui a la responsabilité de la lutte antidopage à l'international et celle essentielle de la rédaction du Code mondial antidopage qui s'impose à toutes les fédérations internationales et que l'UNESCO impose comme base juridique à tous les pays signataires de sa convention. Le travail au Conseil de l'Europe, il consiste essentiellement dans deux groupes. Soit le groupe de suivi de la lutte contre le dopage, dont la principale mission est de veiller au respect du traité par les États parties. Le CAAMA, qui est le comité dit ad hoc européen pour l'Agence mondiale antidopage, comité d'experts qui est chargé de coordonner la position de l'Europe au sein de l'Agence mondiale antidopage. La France est évidemment représentée au sein de ces groupes par la direction des sports du ministère et le rôle du CAAMA est vraiment essentiel en amont des comités exécutifs, j'ai pu, vous l'assure, m'en rendre compte, et des conseils de fondation de l'AMA. Ce rôle moteur et fort que joue le Conseil de l'Europe pour fédérer les pays européens autour de la lutte contre le dopage, c'est l'UNESCO qui le joue à l'international avec la conférence des parties, conférence statutaire qui a lieu tous les 2 ans pour examiner la mise en œuvre, le suivi de la Convention internationale. Cette conférence, elle nourrit plusieurs objectifs, dont celui de fournir une plateforme d'échange et de débat à ces 2 organes de coordination des États, au niveau européen, au niveau mondial. Il faut donc ajouter l'AMA, qui fait le lien avec le mouvement sportif. 50% de représentants du monde sportif, 50% des autorités publiques, un représentant par continent. C'est aujourd'hui l'institution centrale de la lutte contre le dopage. Elle édicte les règles pour le Code mondial. Elle est aussi motrice sur la recherche, l'éducation, la prévention. C'est l'institution centrale parce qu'elle accrédite et désaccrédite les laboratoires, parce qu'elle travaille en lien avec les pays en retard ou avec ceux qui vont accueillir des compétitions internationales. Il me semble, en tant que membre du comité exécutif, indispensable d'évoquer avec vous les 2 sujets d'actualité essentiels pour l'avenir de la lutte contre le dopage et pour la lutte internationale. La révision du Code et le rapport de Dick Pond, l'ancien président de l'AMA, sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Sur le travail sur, on est à la version dite 3.0 du Code mondial révisé. Je ne vais évidemment pas vous faire une liste de l'ensemble des articles qui pourraient évoluer, mais juste quelques points qui me semblent essentiels. D'abord, celui concernant les sanctions. C'est sans doute une des modifications les plus visibles du nouveau Code. Le passage de 2 à 4 ans pour la sanction quand un contrôle est positif sur une substance dite lourde. Cette position européenne, également défendue, elle est, me semble, une bonne nouvelle. D'abord, pour dire et rappeler qu'on ne transige pas avec la lutte contre le dopage, mais nécessaire quand on voit le nombre de récidivistes qui, après 1 ou 2 ans de suspension, reviennent et se font de nouveau prendre. Concernant les pouvoirs d'investigation, l'agence se voit confier la possibilité de lancer ses propres enquêtes sur les violations des règles antidopage.
Cela apparaît d'autant plus important que toutes les leçons de l'affaire Armstrong n'ont pas été tirées et à l'initiative de la France, à l'initiative de l'ensemble des pays européens, groupés ensuite avec les États-Unis et tous les continents, nous avons signé une lettre commune demandant à l'ensemble des autorités publiques de soutenir l'AMA sur ce rôle essentiel de pouvoir avoir des commissions d'enquête totalement indépendantes quand l'actualité le justifie. Sujet important autour du respect des droits de la personne. Alors, avoir ce principe aussi de la proportionnalité de la sanction, de l'importance de la prévention et de l'éducation. De nombreuses remarques, de nombreux amendements ont été pris en compte sur ce respect des droits de chacun. Le Code doit respecter effectivement un certain nombre de droits, les exigences européennes en termes de protection des données individuelles, des droits de l'homme, de l'égalité devant la justice. C'est aussi en ce sens que la période pour comptabiliser les no-show, les fameux 3 no-show, sera réduite de 18 à 12 mois, en tous les cas dans la version actuelle. La version n'est pas encore définitivement arrêtée, elle le sera à Johannesburg à la fin de l'année. Concernant le rôle des acteurs, renforcement du rôle des agences nationales par rapport aux fédérations internationales. Les organisations nationales antidopage auront la possibilité automatique, et non pas après avoir demandé l'autorisation à l'AMA, d'effectuer des contrôles additionnels sur les compétitions internationales organisées sur leur territoire, dès lors que la fédération internationale la mandate pour prendre en charge des contrôles. Le Code pourrait encore aller plus loin en ce sens pour qu'en cas de carence des fédérations internationales, les agences nationales puissent automatiquement prendre le relais. Nous sommes très attentifs à ce sujet, car il est extrêmement difficile d'être juge et partie. Donc pas faire injure au mouvement sportif, mais bien au contraire, de dire que des instances neutres doivent pouvoir être l'acteur principal des contrôles. Concernant enfin les décisions thérapeutiques pour lutter contre le dopage, c'est à noter que de nouvelles décisions ont été prises concernant les fameuses AUT, autorisations à usage thérapeutique, qui pourront désormais être contestées par les agences nationales ou par les organisateurs de compétition. Le maintien sur un pied d'égalité, je l'évoquais tout à l'heure, des 3 critères définissant les produits dopants. C'est une inquiétude, ça permet de maintenir les corticoïdes sur la liste des substances interdites. L'utilisation donc des données du passeport biologique du suivi longitudinal comme preuve de dopage a été renforcée. Et dans le même temps, les seuils de détection pour le cannabis seront relevés. C'est là aussi une nouvelle satisfaisante pour la lutte contre le dopage, car les traces de THC restent très longtemps, on le sait, dans les urines, et de ce fait, nous avions une avalanche de contrôles positifs, du coup de procédures en cours qui étaient le fait, je veux dire, d'un usage qui était loin de là. L'usage pour la performance le jour de la compétition et qui multipliait les procédures de contrôle positif. C'est donc sans intention d'utiliser un produit pour améliorer la performance. L'autre sujet majeur est le rapport de Dick Pond sur l'inefficacité de la lutte contre le dopage. Dans ce rapport, on pourrait dire sans concession, de mai 2013, l'ancien président met en exergue les difficultés, les défauts d'organisation. Il interpelle tous les acteurs de la lutte contre le dopage et dresse un certain nombre de recommandations. Tout le monde est mis face à ses responsabilités, sans tabou. Le rapport propose la possibilité pour les ONAD, donc les agences, de contrôler les sportifs étrangers sur son territoire, plus d'obligations d'échange d'informations avec les fédérations internationales, l'obligation de conformité au code pour tous les États et toutes les fédérations, plusieurs éléments autour de la généralisation du passeport biologique et l'indépendance des ONAD face à toute pression extérieure. Mais l'enjeu principal de ce rapport sera surtout de se prononcer sur le positionnement à l'avenir
de l'AMA. Sur son rôle dans la lutte contre le dopage, pour certains, l'agence doit être un prestataire de services des fédérations internationales et pour d'autres, comme les gouvernements, les autorités publiques, doit être avant tout une agence de régulation et de conformité au code des différentes parties prenantes. Le prochain comité exécutif donc, de l'AMA se déroulera le 11 septembre prochain à Buenos Aires, aura une importance capitale car nous aurons dans ce cadre, au sujet de la révision du code, mais surtout sur les suites du rapport Pond, à apporter notre contribution au titre des autorités gouvernementales. Personne donc ne se repose, si je peux dire, sur ses acquis. Tout le monde, en permanence, se remet en cause pour améliorer notre lutte contre le dopage. Ce volontarisme politique, nous en avons eu, je crois, une belle illustration. Avec la nouvelle convention, c'est la première fois, signée entre l'UCI et l'Agence française de lutte contre le dopage pour le Tour de France 2013. Car suite aux révélations de l'affaire Armstrong, aux soupçons légitimes qui ont pesé sur l'UCI et dont Travis Taggart vous a fait part, nous avons travaillé avec l'Agence française, avec la FFC, avec ASO, sur les conditions qui nous paraissaient nécessaires d'obtenir pour ce Tour du centenaire. Et je félicite l'Agence française de lutte contre le dopage d'avoir permis d'obtenir cette convention avec l'UCI et d'avoir toutes les conditions requises, de disposer des résultats du suivi biologique, de disposer de la localisation des coureurs avant le Tour, pendant le Tour. Et nous avons pu voir la pertinence aussi de ces dispositifs à l'occasion du Dauphiné. Les contrôles seront améliorés, mais nous travaillons aussi avec toutes les parties pour que le dispositif de l'OCLAEPS, de la gendarmerie, des douanes soit plus efficace que jamais et que les parquets soient particulièrement impliqués. Travaillons également sur le décret élargissant la liste des agents habilités à rechercher et à constater les trafics de produits dopants. Ils seront prochainement publiés au JO. Vous savez, jusqu'à présent, seuls les officiers et les agents de police judiciaire, certains personnels du ministère, les représentants assermentés de la FLD étaient habilités par l'article du Code du sport à s'attaquer au trafic de produits dopants. Donc ce décret renforcera cette coopération interministérielle dans ce domaine, il est indispensable. Il instituera également une instance nationale de lutte contre le trafic des substances ou méthodes dopantes, organisme qui aura donc cette vocation de mobiliser plus efficacement, de façon coordonnée, l'ensemble des acteurs. Il permettra également, cette instance nationale, de conjuguer les efforts et les ressources du ministère, de la FLD, de la police nationale, de la gendarmerie, des douanes, de la direction de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes et de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, de la direction générale de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le service central des courses et des jeux, ainsi que la MILD. Dans chaque région, nous aurons donc ces commissions régionales de lutte qui seront cette déclinaison des instances nationales. Un dernier point concerne l'industrie pharmaceutique. Le 12 novembre dernier à Paris, conjointement donc avec l'AMA, avec l'UNESCO, avec le Conseil de l'Europe, le ministère des Sports a organisé cette réunion des acteurs du mouvement sportif et des organisations représentatives de l'industrie pharmaceutique, ainsi donc que certaines firmes. Lors de cet événement, les bases d'un processus relatif à la collaboration pharmaceutique ont été présentées et donc les firmes présentes ont été invitées et nous avançons à s'inscrire dans cette démarche pour qu'il y ait ce travail en amont absolument indispensable avant que ces molécules puissent être mises sur le marché, voire éventuellement détournées de leur usage. Un défi compliqué, il n'y a pas de fatalité, nous devons continuer à le relever et sachez que pour moi il est essentiel, indispensable de pouvoir profiter, de pouvoir bénéficier de l'ensemble du travail que vous avez conduit dans le cadre de cette commission d'enquête pour que ce défi, à la fois pour l'éthique du sport et pour la santé des sportifs, nous puissions le faire évoluer collectivement dans notre pays
et dans un contexte international qui est évidemment prégnant. Merci beaucoup pour ce moment de propos sans doute un peu long, liminaire. Il n'était pas long, il était très complet. Ça nous évitera de poser un certain nombre de questions, puisqu'il a été très précis. Je voudrais vous poser une première question qui aurait pu être la dernière, mais comme on a quasiment fait le tour de l'ensemble du problème, parce que vous avez été d'une précision absolue, est-ce qu'on va avoir au Parlement français, Assemblée nationale, Sénat, comme d'habitude, la possibilité de se pencher sur un texte à l'automne, par exemple, ou un peu plus tard, sur le sport d'une manière générale, et on pourrait à ce moment-là revenir sur les problèmes de dopage, et on pourrait essayer d'utiliser ici au Sénat les informations que nous avons glanées au fil des auditions. C'était à la fin, je voulais vous poser cette question, mais devant la complétude, aurait dit quelqu'un, de votre exposé, je vous en remercie, ça a été très intéressant. Mais le nombre de questions, pour ce qui me concerne, c'est la seule que je voulais vous poser. Nous demanderons ensuite à notre dynamique rapporteur, il y en a sans doute encore, et puis les collègues qui sont là pourront eux aussi intervenir s'ils le souhaitent. Donc ma question de début sera la question de fin, si vous voulez bien. Je demande donc au rapporteur de prendre le micro et de poser les nombreuses questions qu'il a encore. Donc c'est à moi. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci d'avoir contribué à notre commission d'enquête parlementaire et à l'évidence d'avoir suivi ces travaux, puisque nous avons donc le sentiment que vous avez suivi cela avec beaucoup d'attention et j'espère beaucoup d'intérêt. En tout cas, le Sénat a pris l'initiative de cette commission d'enquête parlementaire avec le clair d'accroître l'efficacité de la lutte contre le dopage. Et il est vrai que nous avons depuis 3 mois maintenant, pratiquement jour pour jour, depuis le 14 mars dernier, nous avons beaucoup auditionné. Nous sommes même allés à la rencontre de tout un ensemble d'instances internationales comme le CIO, l'UEFA, la FIFA, l'Agence mondiale antidopage, l'UCI, l'USADA, des laboratoires de recherche, etc., afin d'avoir une vision la plus complète et la plus juste de cette problématique du dopage. Et je pense que nous avons bien sûr encore quelques ajustements à opérer. Nous serons autour du 18 juillet en capacité de publier ce rapport de notre commission. En tout cas, notre ambition, c'est vraiment et je suis intimement convaincu que c'est une ambition partagée, de promouvoir une vision humaniste du sport. Et cette vision humaniste, elle passe justement par la lutte contre tout un ensemble de déviances, tout un ensemble de tricheries dont le dopage fait partie. Et je crois effectivement que nous sommes efforcés de nous emparer de toutes les dimensions que vous avez rappelées tout à l'heure, que ce soit la dimension de santé publique, la dimension éthique, la dimension juridique, policière même, répressive, sans oublier bien sûr la dimension économique, médiatique, à travers à la fois des approches locales, nationales ou internationales. Et je crois... Et c'est cela sans doute l'aspect gratifiant, l'aspect positif de notre travail, que nous serons vraiment dans quelques mois, dans quelques semaines en capacité de vous faire un certain nombre de propositions qui, je l'espère, attireront votre attention à vous, mais également à l'ensemble des acteurs du mouvement sportif concernés par ce sujet. En tout cas, nous nous sommes fait, je dirais, une raison en termes de constat, à savoir que tous les sports étaient touchés par le dopage, même si certains étaient plus exposés que d'autres, que tous les pays étaient également concernés, même si nous ne sommes plus dans une situation de dopage d'État, de dopage institutionnalisé, comme on a pu le connaître il y a quelques décennies dans certains pays. Mais nous sommes également aujourd'hui avec la conviction que le dopage concerne également le sport amateur et pas simplement le sport professionnel ou le sport de haut niveau, voire même le sport loisir. Voilà. Et puis, nous avons également, je crois, acquis la certitude avec les collègues, sous la houlette de notre président, qu'en matière de lutte antidopage, il ne fallait surtout pas baisser la garde, bien au contraire, et qu'il fallait sans doute cultiver, préserver, peut-être même consolider encore
un savoir-faire spécifiquement français, très souvent d'ailleurs reconnu hors de nos frontières. Puis je terminerai ce tout petit mot introductif en disant que c'est avec vous que l'on achève notre série d'entretiens, avec vous et puis avec le président de l'Agence mondiale antidopage, John Fahey. Je voulais également, au nom de notre groupe, de notre commission, vous remercier pour votre coopération, pour votre collaboration. Je pense en particulier à la mise à disposition de tout un ensemble de documents que vous nous avez transmis, et je dois également féliciter vos services pour la rapidité, pour l'efficacité avec lesquelles vos services se sont mis à notre disposition. Et puis également pour vous remercier pour la reconnaissance de notre travail, puisque je sais que dans certaines circonstances, vous avez eu l'occasion de mentionner, de citer le travail de notre commission d'enquête parlementaire, notamment lors du colloque organisé par le CNOSF sur cette problématique du dopage. Effectivement, j'avais aussi mentionné la même préoccupation que le président, c'est-à-dire la confirmation que bientôt il y aurait cette loi cadre sur la modernisation du sport, et si oui, si elle intégrerait ou pas la problématique du dopage. Avant d'être parlementaire, avant d'être ministre, vous avez été notamment médecin de l'équipe de France de volley-ball, et je voudrais donc tout simplement vous demander si vous avez été confronté à l'usage de produits dopants à travers en particulier cette discipline, et si oui, si vous en avez tiré des enseignements qui vous inspirent jusqu'à aujourd'hui. C'est le rapporteur qui veut qu'on fasse comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez, Monsieur le Président? Oh, moi, vous savez, je m'adapte. J'ai pratiqué le judo, la voie de la souplesse. Oui, question après question. Question après question, très bien. Vous souhaitez que je réponde à la fin, la vôtre par contre, mais enfin les communes avec celle du rapporteur du coup sur le calendrier de la loi. D'abord merci d'avoir... C'est vous, Madame la Ministre, je ne me permettrai pas de vous dire qu'il faut faire ça à ce moment-là ou à ce moment-là. Vous le faites quand vous voulez. Très bien. D'abord, merci de vos propos par rapport à ma maison. Effectivement, je veux dire, quand votre commission d'enquête a été mise en place, j'ai immédiatement souhaité que l'ensemble des archives, des documents à disposition qui existaient à la direction des sports vous soient communiqués. Donc, c'est très clairement, j'allais dire, directeur des sports... tout ce qu'on vous demande, donnez-le. Et donc, je l'ai fait bien volontiers. Il me semble que c'était indispensable d'avoir cette transparence au moment de votre commission d'enquête. Je n'ai jamais été confronté, comme médecin équipe de France de volley-ball féminine, à une quelconque interrogation par rapport au dopage. Je l'ai été... plutôt dans mes interrogations sur l'exercice de mon travail de médecin, dans le cadre des équipes de basket professionnelles, quand des basketteurs arrivent des États-Unis, ils n'ont pas forcément les mêmes codes d'emblée sur la lutte contre le dopage que nous, et il faut assez vite leur réapprendre quelles sont nos règles propres de lutte contre le dopage. Et donc, mes inquiétudes ont plus été vis-à-vis, au moment où des basketteurs américains arrivaient dans l'équipe dont j'étais le médecin, de leur faire découvrir les règles de notre pays vis-à-vis de la lutte contre le dopage. Mais c'est le seul moment où j'ai pu être confronté, si on peut dire, dans l'exercice de ma profession, à cette lutte contre le dopage. Continuez, monsieur le rapporteur. Oui, une question, Madame la Ministre, concernant l'efficacité des contrôles. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que vous évoquiez en rappelant le contenu du rapport de Dick Pound. La réalité du dopage, semble-t-il, n'est pas du tout ce qui correspond au résultat de ces contrôles, de ces tests, puisque finalement, on arrive toujours quasiment au même résultat, c'est-à-dire des tests positifs dans 1 à 2% des cas. Est-ce que vous avez le sentiment que la réalité du dopage va bien au-delà de cette réalité chiffrée concernant les tests positifs?
Il y a ce débat sur l'efficacité des contrôles qui, à l'évidence, ne se traite pas au nombre de contrôles réalisés. J'ai eu un échange il n'y a pas si longtemps avec le président de la Fédération internationale de cyclisme. Il dit mais on fait beaucoup plus de contrôles que tous les autres, donc il n'y a pas de problème puisqu'ils sont effectivement tous négatifs ou presque tous négatifs. La quantité n'est pas forcément le bon critère pour l'efficacité de la lutte. Je pense qu'on en est tous persuadés. Du coup, il y a néanmoins à la fois une attention, je pense, à avoir sur les contrôles qui sont effectués dans des parcours de construction du haut niveau et qui font partie, pour un jeune, de la règle que l'on apprend tôt. Et donc qu'il y ait dans nos structures de formation des sensibilisations et y compris des contrôles antidopage. On ne cherche rien, mais on cherche à montrer qu'il y a aussi une politique éducative et le contrôle a sa place à cette occasion. Par contre, quand on est dans une recherche, dépistage de quelqu'un qui a triché, qui est une autre porte d'entrée, une autre vision du contrôle antidopage, clair que tout ce qui concerne aujourd'hui le passeport biologique sont des éléments qui sont indispensables, donc des preuves non analytiques. Tout ce qui concerne aujourd'hui la multiplication des contrôles inopinés, les périodes de contrôle, la localisation des sportifs, pouvoir bénéficier donc de leurs paramètres biologiques pour mieux cibler les contrôles, pouvoir être plus pertinent, on a évoqué le cannabis, tout ça, c'est-à-dire conduit à ce que nous soyons plus pertinents. Plus pertinent aussi, il faut se le dire, c'est l'équilibre à trouver entre l'organisateur et celui du contrôle, ce que nous évoquions, être jugé partie, sans enlever la responsabilité au mouvement sportif. Le mouvement sportif est beaucoup impliqué, et donc le mouvement sportif, il n'est pas question de le désengager de la lutte contre le dopage. Il semble qu'on a besoin, par contre, d'avoir une organisation comme celle qui va être celle sur le Tour de France cette année, où il est très clair que l'organisateur n'est pas celui qui organise les contrôles, qui cible les contrôles, qui a l'ensemble des éléments. Donc c'est tout cet environnement qui nous permettra d'améliorer l'efficacité du contrôle. Mais j'insiste, sans se dire, que le chiffre, c'est la réponse à tout, mais sans se dire qu'il faut se désengager aussi d'un aspect où le contrôle peut avoir cette vision un peu préventive, combien par le contrôle on a aussi dissuadé ensuite un certain nombre de jeunes ou d'autres d'y tomber. Tout à l'heure, vous avez évoqué le travail de votre ministère. On a eu parfois dans nos auditions le sentiment qu'il y avait quand même un travail qui restait à faire en matière de coordination, de transversalité, de coopération interministérielle, que ce soit avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, que ce soit avec l'Intérieur, la Justice, les Affaires européennes, voire même peut-être avec le ministère de l'Économie sociale et solidaire et de la Consommation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que là, la situation peut être sensiblement améliorée ? À l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Je pense que j'ai évoqué la mise en place d'une instance nationale de coordination, décret qui est en préparation sur le sujet, des instances de coordination sur chacun des territoires. À l'évidence, nous avons besoin de mieux articuler tous les acteurs de la chaîne et nous essaierons dès cette année, à la fois donc sur le plan réglementaire avec ce décret qui sortira et à la fois sur le tour cet été, d'avoir une meilleure coordination entre les différents acteurs qui luttent donc pour l'éthique du sport et contre le dopage. Merci. Stéphane Mazard, puis Jean-Claude Carle. Oui, Madame la Ministre, vous avez rappelé que la lutte contre le dopage, donc en France, était d'abord donc un problème de santé publique, et vous avez d'ailleurs déclaré votre attachement à cette lecture-là, à cette grille de lecture-là. Vous avez clairement indiqué que pour vous,
il ne fallait pas pénaliser l'usage de produits dopants. Mais quand même, quand on vous écoute, il y a des termes concernant donc l'usage de produits dopants qui font référence à ce volet pénal et à ce domaine pénal. Je vous citais, vous avez parlé de récidivistes, vous avez parlé de tricheurs, de trafiquants. Donc on voit bien qu'on est aussi parfois à un certain niveau de dopage, avec des systèmes organisés, et que derrière, effectivement, le dopage, il y a, au-delà du fait qu'on veut gagner, des gains de notoriété et, dans certaines disciplines sportives et à un certain niveau, des gains financiers très importants. Je vous ai bien entendu sur votre position, mais nous, dans le cadre de nos auditions, on a eu des retours de deux sortes. Deux sportifs qui, eux, sont assez clairs sur le fait que si on pénalise l'usage de produits dopants, il y aura un effet dissuasif qui sera assez fort et qui pourra être une barrière, une limite à la ligne qu'il ne faut pas franchir. Donc, qu'est-ce qu'on leur répond ? Et puis, il y a également des services d'enquête, et ils sont pratiquement tous unanimes pour dire que si demain on pénalise l'usage de produits dopants, c'est leur permettre à eux, services d'enquête, d'aller beaucoup plus loin dans leur investigation, d'avoir des moyens supplémentaires pour lutter contre le dopage et notamment pour remonter des filières. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a véritablement des filières organisées derrière donc, la pratique dopante. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit également à eux ? Voilà, donc moi, c'est un petit peu les réflexions sur lesquelles donc, je voudrais qu'on revienne. Étant précisé que ce qui nous est souvent brandi, et à juste titre, c'est vrai que ce sont des sportifs qui, déjà, vont être impactés physiquement par l'usage de produits dopants, et on ne connaît pas d'ailleurs aujourd'hui quels seront réellement ces impacts. Et puis, ils sont déjà largement sanctionnés dans le cadre sportif, et on sait que pour un sportif qui se voit donc suspendre de toute activité pendant 2 ans et peut-être demain 4 ans, c'est déjà très lourd. Et on ne va pas envoyer derrière les barreaux des sportifs. Bon, il y a quand même un principe en droit pénal qui est celui de la personnalisation de la sanction, qui fait que bien évidemment le sportif qui pour la première fois serait confondu pour un usage de produits dopants, il ne serait pas renvoyé derrière les barreaux. Par contre, lorsqu'on parle de récidivistes, qui en toute connaissance de cause ont gagné beaucoup d'argent et beaucoup de notoriété par l'usage de produits dopants, là peut-être se pose la question de savoir s'il ne faut pas aller plus loin sur la sanction et notamment déborder sur le plan pénal. Donc voilà, c'est vrai que moi je pense que si aujourd'hui, tout en gardant la philosophie qui est la nôtre et qui est vertueuse et qu'il faut à tout prix mettre en avant celle d'un problème de santé publique et de protéger avant tout la santé du sportif, aujourd'hui le sport a pris une telle place dans la société en matière de notoriété, et en matière d'argent, qu'il faut peut-être avoir une autre grille de lecture. Enfin, voilà, moi, je vous soumets ces réflexions et encore une fois, que dire à ceux qui nous disent on veut plus de moyens d'investigation et la pénalisation est un moyen, et que dire à ceux qui nous disent aujourd'hui, moi, sportif de haut niveau, je peux vous assurer que ce serait dissuasif si une sanction pénale était à la clé. Madame la ministre. Sujet qui n'est pas facile. J'ai même vu qu'il y avait des expressions. Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, je crois ici dans votre commission d'enquête, a dit qu'il était également opposé à la pénalisation. Et puis, dans une autre expression, il a dit qu'il était pour. Je pense que ce débat, il n'est pas facile à trancher. On a une approche aujourd'hui qui est une approche effectivement santé, éthique. C'est le rôle aujourd'hui du ministère des Sports. C'est le rôle aujourd'hui de promouvoir le sport comme outil de santé publique. C'est aujourd'hui la première des choses qui est notre mission publique, elle est celle-là. Et est-ce que c'est à nous d'être derrière la pénalisation d'un sportif, derrière oui, il y a des filières derrière, c'est vrai, mais il y a aussi des lois pénales qui permettent
c'est-à-dire d'aller rechercher ce trafic. J'aurais envie qu'on puisse trouver des dispositifs pour lever l'omerta sur l'ensemble des acteurs qui ont été, par certains réseaux mafieux ou par un environnement particulièrement prégnant, on le voit dans l'affaire Armstrong, je veux dire combien de gens ont souffert autour, qu'on puisse se donner les moyens de permettre à ce que des sportifs puissent s'exprimer sans encourir des sanctions pour faire progresser la lutte contre le dopage et du coup faire progresser la lutte contre ces trafiquants. Ça serait notre rôle que d'être sur le registre pénal pour l'usager. Mais le débat n'est pas facile. Merci. Jean-Claude Carle, puis Dominique Bailly. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons visité le laboratoire de Châtenay-Malabry, un laboratoire qui était à la pointe de la recherche en matière de lutte contre le dopage, ou de détection plutôt des produits dopants, et notamment de l'EPO, mais cette EPO, elle aussi évolué, puisque nous en sommes, je crois, à la quatrième génération. Et est-ce que aujourd'hui, ce laboratoire, qui à mon sens est toujours un laboratoire de référence, n'est pas dépassé par d'autres laboratoires, hein, que ce soit celui de Lausanne, que ce soit celui de Cologne, et il nous semble, à travers la visite qu'on a faite, qu'il souffre un peu de moyens en équipement, hein, des équipements qui certes sont assez onéreux, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros, et est-ce qu'il ne serait pas justement dans le cadre de la mobilisation de tous les acteurs dont vous avez parlé, je pense en particulier aux industries pharmaceutiques, de trouver des partenariats innovants pour permettre justement à ce laboratoire de disposer de moyens et que ça ne repose pas sur le seul financement public. Et j'en viens à ma deuxième question. Ce laboratoire a été rattaché donc à l'AFLD. Est-ce qu'un adossement à une université, notamment une université spécialisée dans la pharmacologie, ne serait-ce pas aussi quelque chose à envisager? Je pense qu'on ne peut pas imaginer que tous les laboratoires de bon niveau, comme est le laboratoire français, puissent être pertinents sur aujourd'hui toutes les nouvelles molécules qui sortent. C'est sans doute le laboratoire de Cologne qui travaille aujourd'hui sur l'ICAR, qui est une nouvelle molécule, semble-t-il, en vogue. Et c'est bien qu'il y ait un laboratoire, comme ça a été bien qu'à un moment donné, le laboratoire de Châtenay soit en pointe sur la CERA et sur le PO. Donc, il me semble que sur les molécules où on a besoin d'avoir beaucoup de recherche, qu'on puisse partager est un élément indispensable. Les savoir-faire des uns et des autres. Sur le laboratoire et son positionnement, ce qui est indispensable, c'est de lui laisser toute l'indépendance sur la fonctionnalité, sur les techniques. Ça, c'est absolument indispensable. Finalement, la seule chose qui le rattache, c'est ses financements, qui sont aujourd'hui, évidemment, les financements du ministère des Sports. Cette indépendance, il faut être attentif à ce qu'elle ne soit pas remise en cause par éventuel financement qui viendrait d'autres parties. C'est au sein d'une autorité administrative indépendante avec des financements publics. On voit combien même le débat que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales disent on paye, c'est notre prestataire de service. Et les gouvernements disent, nous, on veut que ça soit une instance de régulation et de contrôle international. Ce n'est pas la même approche. Donc, on voit bien que la réalité du positionnement du laboratoire, aujourd'hui, selon moi, ne lui permet pas de travailler suffisamment sur la dimension recherche. L'aspect d'investissement, on voit bien, il a un fonds de roulement tous les ans qui lui permet tout de même d'investir dans du matériel et de suivre l'évolution du Code mondial antidopage. Par contre, la dimension recherche, aujourd'hui, est insuffisante. Il y en a dans la loi avant tout au sein du laboratoire, au sein de la FLD, un tout petit peu dans les antennes régionales, mais elles ne le font pas du tout. Donc sur ce registre, alors est-ce que
par rapport à cette dimension recherche qui aujourd'hui mériterait d'être plus importante, la bonne solution ou la solution serait de s'adosser, de sortir le laboratoire et de l'adosser une université, un labo de recherche haute, pharmaco. C'est une perspective qui franchement mérite d'être regardée, mais avec ce souci des financements et de l'indépendance qui est vraiment indispensable si on veut continuer à avoir une pertinence sur les contrôles qu'on fait, parce que le laboratoire, c'est avant tout, aujourd'hui, les contrôles. Et la pertinence des contrôles, l'efficacité des contrôles, etc. Merci. Dominique Bailly. Oui, Madame la Ministre, je voudrais revenir sur le volet prévention. Beaucoup de personnes auditionnées nous ont fait part, bien évidemment, que la prévention était un outil essentiel pour lutter contre le chômage. Vous l'avez aussi évoqué. Le chômage, contre le chômage. Mais... Pardon, contre la lutte. C'est notre obsession à tous. Sénateur. Alors, ce lapsus, parce que je sors d'une réunion sur le chômage des jeunes en Europe, où je dois présenter un rapport, donc je vous présente mes excuses. Mais donc, pour lutter contre le dopage, mais moi, au fil de ces auditions, j'ai eu le sentiment que certaines fédérations étaient plus ou moins impliquées dans cette prévention. Et moi, je voudrais avoir votre appréciation. Et comment pourrions-nous évaluer justement cet engagement des fédérations dans cette lutte contre le dopage et de mettre en place vraiment une prévention forte. Alors bien sûr, il y a la charte d'éthique qui doit être déclinée par chaque fédération. On en est où et je pense que là, il y a matière à améliorer le dispositif. Donc voilà. Sur la prévention, je vais peut-être vous faire sourire. Et j'ai coutume de dire qu'on a dans notre pays un lien permanent aux médicaments. C'est le médicament qui peut tout. C'est y compris à la mi-temps d'un match de football, d'un plateau de débutants, on va avoir parfois des éducateurs qui vont donner un sucre. Ça n'a rien à voir avec le dopage, mais c'est... On se dit, à la deuxième mi-temps, il faut qu'il y ait quelque chose pour faire la deuxième mi-temps. Et c'est quelquefois, je vais encore vous faire sourire, mais la mère de famille ou autre qui va donner une vitamine C pour aller à l'école, ça va aller mieux pour apprendre à travailler. On est tout de même dans un environnement collectif, tous, autour du médicament qui peut tout, y compris DA pour pas vieillir et autres. Donc on a, cet environnement qui est aujourd'hui extrêmement prégnant dans notre pays. Et j'ai évoqué le travail fait avec, à la fois avec les enveloppes territoriales du CNDS et donc les clubs sportifs, la sensibilisation, je veux dire des projets, des appels à projets pour les clubs, pour accompagner les clubs dans, je veux dire, cette approche, je veux dire, du sport et cette prévention autour de cette éducation au sport et de l'autre, enfin pas de l'autre côté, mais au niveau des conventions d'objectifs avec les fédérations, nous avons, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas rogné sur les moyens sur l'exercice 2013. Donc il y a avec chaque fédération un programme de sensibilisation, de prévention, de formation. Les éducateurs sportifs dans les brevets professionnels, dans les BP, tous ont une sensibilisation, une formation à la lutte antidopage. Donc, on essaie d'être extrêmement présent sur cette prévention. Les fédérations aujourd'hui n'ont pas toutes la même entrain, on va dire, à travailler sur la prévention, la sensibilisation, la lutte contre le dopage. Ça serait mentir de dire le contraire. Et là encore, c'est pas parce qu'on fait X contrôle qu'on est présent sur ce champ. Donc,
sensibilisation, c'est le dispositif qu'on va mettre en place avec la MILT, avec le CSA, c'est le dispositif des clubs, c'est les conventions d'objectifs avec les fédérations. Évidemment, quand elles n'ont pas de plan, on ne donne pas de sous. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fédérations qui ont moins besoin d'argent public que d'autres. Donc, c'est un sujet important. La charte éthique doit trouver sa place dans le texte global indispensable des grands enjeux du sport dans la loi de modernisation du sport. C'est en tous les cas dans ce cadre-là qu'elle trouvera toute sa place. Merci. Jean-Pierre Chauveau. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, enfin, vous venez de donner plusieurs réponses à des questions qu'éventuellement je souhaitais poser. Mais je pense qu'au niveau de la prévention, c'est vraiment, au niveau, y compris déjà au niveau scolaire, au niveau bien sûr de toutes les écoles du sport, je pense que ça c'est quelque chose d'indispensable et il faut probablement que l'accent soit mis là-dessus. En parallèle, moi je souhaitais savoir, puisque actuellement vous avez des responsabilités au niveau de l'Europe, est-ce que par rapport aux différents ministères des sports sur l'Europe telle qu'on l'a définie aujourd'hui, et également au niveau des fédérations, est-ce qu'il n'y a pas des liens plus forts à avoir encore, de manière à ce que tout le monde travaille vraiment dans le même sens et avec un point de vue, une idée finale qui est vraiment d'abolir au maximum tout ce qui peut toucher le dopage. Bon, je voulais parler aussi du laboratoire, mais je pense que les laboratoires ont aussi, mais vous nous l'avez dit, intérêt à travailler ensemble, que certains axent leur recherche dans certains domaines, d'autres dans d'autres, mais de manière à être encore plus efficace, quoi, de manière à être vraiment répondre aux souhaits de nous tous, quoi. Pratique du sport à l'école, indispensable, et aujourd'hui, moi, je me réjouis que dans le cadre de réforme de l'école et de la formation des enseignants du premier degré, ait remis cette formation de nos enseignants à la pratique sportive. C'est indispensable qu'on apprenne dès le premier degré à la place, je veux dire, de bien se sentir dans son corps. C'est un élément indispensable. Vous aurez aussi, dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur, à être attentif, je crois, les amendements qui sont en ce sens pour qu'il y ait cette place aussi de l'activité sportive chez nos étudiants. On a aujourd'hui une situation en matière de santé, tout simplement, qui s'est dégradée avec de moins en moins d'activités sportives, de moins en moins de place de l'activité sportive. La première des préventions, elle est là. Elle est là. Il y a en Europe un travail au sein du Conseil européen, avec aujourd'hui une instance qui reste l'instance internationale et UNESCO et AMA. C'est-à-dire que les gros acteurs aujourd'hui sont plus au niveau simplement de l'Europe. Autant sur les paris truqués, autres sujets d'éthique. La première étape, qui est une étape d'avoir un texte européen et une adhésion européenne à cette lutte contre les paris truqués, est une étape qu'on n'a pas encore franchie. Autant sur le plan de la lutte antidopage, aujourd'hui, on est vraiment dans une dimension il y a quand même plus de 170 pays, 173, je crois que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, qui ont signé la Convention internationale de l'UNESCO, qui donc est la base, le socle, pour derrière adopter le Code mondial antidopage. Avec néanmoins des difficultés qu'on voit. Il y a des pays d'Afrique qui ont signé cette convention. Enfin, il y a deux laboratoires aujourd'hui en Afrique. Donc, nous, on peut travailler sur le plan européen entre nos laboratoires, etc. Mais à un moment donné, la réalité d'un certain nombre de territoires fait qu'ils n'ont pas de laboratoire pertinent, font qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un laboratoire, qu'il faut déplacer les prélèvements, etc. Donc, l'ajustement international est indispensable si on veut pouvoir emmener tout le monde et pas se retrouver dans un dispositif où on n'aurait pas des poches de résistance, mais des poches où il n'y a à l'évidence pas les moyens d'être au niveau d'une lutte qu'on souhaite tous avoir. Puis il y a les fédérations internationales qui, je le dis vraiment, le débat qui va sortir sur le rapport de Dick Pond est un débat extrêmement important sur le positionnement du mouvement sportif par rapport au gouvernement. Et aujourd'hui, quand je dis que les fédérations internationales souhaitent
que l'Agence mondiale antidopage soit avant tout, je veux dire, leur prestataire de service. Et je pense que Travis Steigart lui est sur une position de dire il faudrait que l'Agence mondiale soit financée uniquement par les gouvernements et soit totalement indépendante des fédérations internationales. Après, il y a un enjeu qui n'est pas négligeable, financier évidemment. Donc, il y a cet équilibre pas facile à trouver entre. Il faut continuer. On n'arrivera pas si on n'est pas avec le mouvement sportif. On n'y arrivera pas si on ne le fait pas avec eux. Et en même temps, il faut qu'on trouve le bon équilibre pour que personne ne se retrouve dans une situation d'être jugé parti et du coup d'avoir une lutte antidopage qui est inefficace. Merci. C'est une question qui s'adressera plus aux médecins qu'au ministre, même si le ministre est médecin. Quel regard jetez-vous sur l'accompagnement médical de la performance sportive et estimez-vous que le suivi médical réglementaire des sportifs de haut niveau soit appliqué avec la même rigueur selon les fédérations? C'est une question un peu générale, mais là c'est plus la ministre que j'interroge. Je crois qu'on a fait énormément de progrès dans la préparation de nos sportifs de haut niveau, dans leur récupération, dans l'ensemble des outils d'accompagnement que nous avons vers la performance. Et sans utiliser de produits dopants. Je dis bien, on a énormément progressé sur cette approche et il est indispensable que, je crois que le rapport de la Cour des comptes dit l'INSEP doit être le pivot opérationnel du sport de haut niveau français. La mission qui a été donnée au nouveau directeur général de l'INSEP est vraiment de pouvoir être ce pôle ressources qui permettra à tous les directeurs techniques nationaux, à tous les entraîneurs nationaux, à tous les médecins qui accompagnent des pôles sur le territoire, d'avoir une vraie ressource partagée autour de l'excellence de la performance. Je me réjouis qu'on ait à l'INSEP, par exemple, je veux dire un environnement médical, paramédical, qui est dans je ne sais combien de divisions au-dessus de ce qu'il était il y a quelques années. Cela ne veut pas dire que dans le suivi médical donc de l'ensemble de nos sportifs, on en fasse parfois même quelquefois pas trop. Je suis en train de regarder surveillance médicale réglementaire dans les pôles espoirs. On a parfois tendance à avoir multiplié le nombre, alors pas du tout de recherche de contrôle antidopage, mais d'épreuves d'efforts qui se multiplient, celui qui est parfois presque excessif par rapport à le besoin médical qu'on a, d'avoir toutes ces données chez un jeune sportif qui vient d'intégrer un pôle espoir. Je trouve qu'on a aujourd'hui, c'est un des chantiers qu'on ouvre, sans doute pas la bonne proportionnalité de ce qu'on impose à tous nos jeunes sportifs de haut niveau, qui est parfois du même niveau que ceux qui préparent les Jeux Olympiques de Rio. Donc il y a cette proportionnalité qui n'a pas été trouvée, avec parfois aussi des éléments du certificat médical d'aptitude qui, on le voit, dans certaines pratiques sans risque, a pu être un handicap à la pratique pour le plus grand nombre. Et à côté de ça, on est toujours, bien sûr, toujours des drames, des morts subites sur des terrains de sport. Donc tout cet équilibre entre un dépistage par un électrocardiogramme au moins une fois, un suivi médical excessif parfois dans des pôles, l'excellence pour ceux qui préparent les Jeux Olympiques et un certificat médical d'aptitude pour faire du sport en scolaire qui est un handicap pour certains quartiers pour accéder tout simplement à une pratique sportive. On a aujourd'hui à proportionnaliser, je ne sais pas si le terme est correct, mais
la surveillance médicale de l'aptitude jusqu'aux sportifs de haut niveau et à faire bénéficier les meilleurs de l'ensemble de l'environnement qui leur permettra d'aller jusqu'au plus haut niveau de performance. Merci. Avant de rendre la parole au rapporteur qui a sans doute encore quelque chose à vous demander, on arrive vers la fin de l'audition, je vous rassure. Si vous voulez rester, on peut continuer, mais pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures prises rapidement, c'est pas un inventaire précis, mais les mesures que vous avez pu prendre depuis que vous avez commencé vos fonctions de ministre en matière de lutte contre le dopage, et ces mesures, ou la lutte contre le dopage, la mise en œuvre des mesures pour lutter contre le dopage, sont-elles des mesures qui ont été faciles à mettre en œuvre? Avez-vous rencontré des résistances? Est-ce que vous avez eu des pressions, entre guillemets? Et si c'était le cas, de quelle nature étaient ces résistances? Dans mon introduction, j'ai essayé de montrer ce qu'on avait pris comme mesure avec donc à la fois la dimension sensibilisation pour le plus grand nombre, à la fois la dimension oui le tour 2013. On l'a pas obtenu comme ça. On l'a pas obtenu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une expression publique pour exprimer le désaccord sur la façon dont les contrôles antidopage donc, pouvaient être organisés par une instance qui était jugée partie, qu'on ne tirait pas suffisamment profit de l'enquête faite par l'USADA sur l'affaire US Postal. Et du coup, il m'a semblé important qu'on puisse, sur ce registre, pousser les barrières pour obtenir cette convention, qui est une convention, donc évidemment avec une autorité administrative indépendante. La FLD a toute son indépendance, mais nous avons dans l'environnement médiatique, public, exprimé notre souhait que dès le Tour de France 2013, nous puissions avoir ce résultat. Et même si des pressions, pas des pressions, mais je vous mentirais en vous disant que pas eu coup de téléphone de l'ancien président, du président de l'Union cycliste internationale me disant qu'il faisait beaucoup de contrôles et qu'il savait ce que c'était que l'hématocrite et qu'il n'y avait pas de raison. Mais ça, c'était un premier coup de téléphone. Et puis ensuite, nous avons progressé ensemble, et nous avons pu aboutir à ce qui me semble être aujourd'hui une étape intéressante et qui sera intéressante pour d'autres organisations et pas seulement dans le vélo. Monsieur le rapporteur, il va falloir que nous accélérions un peu. Nous allons accélérer. Et bien évidemment, comme toujours, la conclusion, ce sera vous, Madame la ministre, qui l'aurez. Oui, Madame la ministre, je reviens sur le volet prévention, parce que nous avons reçu en particulier le délégué national des antennes médicales de prévention du dopage. Alors je sais que la situation est très inégale d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre. Mais donc, il nous a fait part d'une situation préoccupante concernant ces antennes régionales. Il y a même des territoires où ces antennes ont disparu, pour moi et simplement. Et donc, ils sont inquiets pour leur avenir, pour leur situation financière, un degré de motivation qui serait en train de s'émousser. Est-ce que la question d'un financement à travers, non pas la part territoriale du CNDS, mais de la part nationale, est une question ouverte aujourd'hui? Le sujet des antennes médicales mérite complètement d'être aujourd'hui évalué
et j'ai une inspection générale sur ce sujet. J'ai une inspection générale sur ce sujet, sur le bilan des antennes médicales, pour pouvoir prendre les mesures qui nous permettront de voir où est-ce que le juste financement et où est-ce qu'est la pertinence de leur rôle. Il y a énormément, vous venez de l'indiquer, et c'est tout à fait exact, d'inégalités sur le territoire sur ces antennes. Et je vous ai donné les chiffres des personnes qui les consultent en moyenne sur le territoire national. Ça reste extrêmement faible. Donc on a sur ce registre à l'évidence besoin de mieux évaluer parce qu'il y a quand même, même si c'est, on peut dire pas assez, mais enfin il y a quand même 580 000 euros sur un an qui sont mobilisés sur ces antennes. Donc là, je crois le rôle indispensable. Alors après, les financer avec la part nationale du CNDS, Monsieur le Sénateur, combien j'essaie de sauver cet établissement public et établissement public qui avait donc engagé 2 fois son budget, un plan de redressement qui nous emmène jusqu'à 2016, qui a conduit à des moins 30% sur la part nationale, qui a conduit, et c'est très pénalisant pour tous les territoires français, à ce qu'il n'y ait pas de conseil d'administration du CNDS à la fin de l'année 2013, et celui de 2012, pardon, et celui qui s'est déroulé en mars dernier. J'ai pu attribuer moins de 20 millions d'euros alors qu'il y avait 1,5 milliard de projets en face de cette demande. Donc nous sommes à redéfinir et à travailler sur l'exercice 2013 pour qu'au 1er janvier 2014, nous ayons pu redéfinir les critères d'intervention du CNDS. Force de dire qu'on peut être partout, on n'est finalement nulle part. Et l'État n'est plus suffisamment bras de levier, puis surtout l'établissement était dans une situation où son fonds de roulement était dès cette année négatif. Tout à l'heure, vous avez évoqué une continuité de l'action gouvernementale en matière de lutte antidopage, par-delà donc les alternances. Je voudrais savoir s'il y a une continuité sur la prise de position de notre pays concernant la double liste des produits dopants, parce que c'est vrai que la France a toujours été contre l'utilisation de 2 types de substances, une pendant la période de compétition, l'autre pendant la période d'entraînement. Est-ce que vous êtes toujours sur cette position? La réponse est oui, fermement oui. Toujours sur cette position. Je pense que c'est très intéressant et on remercie Madame la Ministre d'avoir consacré le temps qu'elle a consacré jusqu'à présent, mais il faut aussi vous donner la parole pour conclure cette rencontre, si vous le voulez bien. Il n'y a aucune obligation, si vous ne voulez pas conclure, on arrête là, mais si vous voulez conclure, vous pouvez le faire, bien sûr. Je vais conclure peut-être, Monsieur le Président, avec votre question initiale. Donc, je travaille effectivement à un texte de loi de modernisation du sport. Je pense que ça ne serait pas satisfaisant qu'on passe par quelques modifications pour y glisser quelques articles sur le dopage uniquement. Aujourd'hui, on a modifié 22 fois successivement le texte initial de la loi sur le sport et son socle, c'est-à-dire la loi de 84. On n'a pas arrêté, au début on avait 90 articles, on a 370 aujourd'hui, et on n'a pas arrêté de faire un pulse avec une fois un peu d'éthique, une fois un peu de paris, une fois un peu d'agent, etc. Il me semble que le temps est venu, mais il me faut un peu de temps pour qu'il y ait effectivement une grande loi d'orientation, de modernisation du sport, qui reprenne l'ensemble de ce que sont aujourd'hui les enjeux du sport dans notre pays, la relation entre le sport et l'argent, l'éthique, la relation aujourd'hui entre l'État et le mouvement sportif, les équipements sportifs. Il y a un autre registre de l'Euro 2016, des interrogations qui n'ont jamais été aussi importantes de la Commission européenne sur l'intervention publique dans des équipements qui servent ensuite à des sociétés commerciales. Il y a donc des enjeux à de nombreux niveaux, oui, d'éthique. Il y a donc dedans, il y aura bien sûr le dopage. On sait qu'on a besoin de
progresser sur notre législation sur les paris, une législation qui avait été prise un peu rapidement avant le mondial de 2010. On a aussi des acteurs nouveaux par rapport à la loi de 84. La place des collectivités locales est extrêmement importante aujourd'hui, premier financeur public du sport. Ils sont pas assez autour de la table dans les moments de décision. On le voit sur conférence du CNDS où il n'y a pas de poids suffisamment pour les élus locaux. Or, c'est eux qui connaissent le mieux, leur territoire, les critères d'intervention. Donc, les enjeux sont importants. Un enjeu, pour moi, de santé publique qui me semble essentiel, qui n'est aujourd'hui pas suffisamment dans la loi, alors que le sport peut être un bel outil de santé publique. On dit ça quand on sort de moments sur le dopage qui a plutôt tendance à la détruire. Mais il y a aujourd'hui de multiples enjeux en termes de la place du sport dans notre société. C'est un outil économique, un outil d'emploi, et donc il me semble que cela nécessite un travail qui, je l'espère, aboutira pour un dépôt en Conseil des ministres avant la fin de l'année pour pouvoir être débattu au Parlement en 2014. Merci de tout ce que vous nous avez dit, si vous avez terminé. Merci pour cette conclusion, en particulier en réponse à une question que j'avais posée, mais qui avait été aussi relayée immédiatement par le rapporteur. Donc, chacun y retrouvera les siens. Nous allons suivre attentivement, pour ce qui nous concerne, étant membre de la commission de la culture, de l'éducation, etc., nous nous occupons, vous le savez bien, du suivi des dossiers sportifs. Donc, même avec cette commission d'enquête qui s'achève demain au niveau des auditions, nous aurons l'occasion de revenir dans les mois à venir sur le dossier du sport d'une manière générale. Et si nouveau texte il y a, nous le regarderons avec beaucoup d'intérêt. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà pour l'audition de Valérie Fourniron, la ministre des Sports. Elle était entendue par la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Si vous souhaitez revoir cette audition, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Bonne fin de journée à tous.